Bonjour à tous, une petite vidéo sur ADK aujourd'hui. La librairie Python de Google pour faire des agents dans l'ère agentique dans laquelle on entre aujourd'hui. Moi, je propose deux choses. Réfléchir d'abord à pourquoi est-ce qu'on veut faire des agents, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça change. Ensuite, comment est-ce qu'on les fait. Et ensuite, une présentation de la librairie ADK. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire des agents? Pourquoi est-ce qu'en 2026, tout le monde veut faire des agents? Je pense que regarder un peu l'histoire pour comprendre qu'est-ce que changent les agents, c'est intéressant. Donc, au début, on avait des LLM et on posait des questions dans des chatbots avec du prompt engineering. Et on se disait, en travaillant le prompt, on peut avoir de meilleures réponses. Bon, ça s'est rapidement aperçu que ça a aussi halluciné. Donc, on a connecté finalement les LLM à des bases de données vectorisées avec du RAG. On a vectorisé les documents pour rajouter dans le contexte des LLM ces documents et afin que les hallucinations diminuent. Euh, et puis, après, on s'est dit quand même, avec l'émergence des nouvelles capacités et des modèles de plus en plus grands, on peut donner finalement des outils aux agents qui peuvent choisir tout seuls d'aller poser des questions à des bases de données. Des bases de données qui peuvent être justement ces fameuses bases de données RAG. Et en fait, même au-delà de ça, les outils permettent d'aller appeler des API, chercher des choses sur Internet et même euh, exécuter du code informatique qui peut être créé par l'agent pour résoudre des problèmes. Et donc ça donne une nouvelle capacité finalement aux agents de créer par soi-même le code nécessaire pour résoudre un problème. Et ça, c'est complètement nouveau. C'est complètement nouveau parce que jusqu'ici, finalement, même au niveau du LLM et du prompt et du RAG, tout était pré-packagé pour les IA et on n'avait pas la possibilité pour une IA de créer son propre code. Et maintenant, l'IA peut créer son propre code, peut prendre des décisions d'utiliser des outils, appeler des ressources externes. Et ça change beaucoup de choses puisque ça donne une flexibilité dans l'exécution et l'atteinte d'un but qu'on n'avait pas précédemment et on n'a même plus besoin, à la limite, de savoir ou de décrire les différentes étapes nécessaires pour atteindre un but. Et donc, aujourd'hui, on est en train d'amplifier ce phénomène-là avec de l'IA, de l'agentic reasoning, en fait, où on a des boucles autonomes dans lesquelles les modèles vont planifier des choses, tenter de faire des premiers résultats, observer les résultats qu'ils ont au début et modifier ces résultats avant avant de retourner quelque chose à l'utilisateur. Et ça, cette capacité à faire des boucles sur ses propres résultats et à réfléchir par rapport à ça et à décider à quel moment est-ce que le résultat est suffisamment bon pour être renvoyé à l'utilisateur, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça veut dire que on n'a plus besoin vraiment d'utilisateurs pour surveiller tout ça. On peut laisser l'agent faire des choses, l'agent va boucler, chercher à améliorer ses résultats et nous renvoyer un résultat qui sera certainement assez bon. Et donc, en fait, on passe d'une ère dans laquelle les IA répondaient à des questions, les étapes 1 et 2 avec les LLM et les RAG, à une ère où les IA vont accomplir des résultats, des objectifs qu'on leur donne. Ça intéresse tout le monde. Ça intéresse tout le monde parce que la productivité qui est incluse par ça, elle est absolument énorme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un agent dans ce contexte? Bah, un agent, c'est un programme qui inclut un LLM, finalement, qui inclut un LLM et qui peut, de façon indépendante, prendre des décisions d'utiliser un outil, prendre des décisions de se connecter à une base de données, d'appeler un API, de chercher quelque chose sur Internet, de planifier de manière autonome comment atteindre un but, et de manière itérative. De manière itérative, c'est-à-dire en faisant ces fameuses boucles dont je parlais juste avant. Pour exécuter des tâches. Et pour exécuter des tâches, ça veut aussi dire qu'on va vérifier les différents... la sécurité va devenir assez importante. Et atteindre des buts complexes, c'est-à-dire des buts dont l'utilisateur ne sait, enfin, en tout cas, la personne qui crée le système agentique ne sait pas forcément quel but
l'utilisateur va le donner. Et ça va demander effectivement à créer des systèmes de sécurité, puisque si on ne sait pas quel est vraiment le but et ni quelles sont les étapes qui vont être suivies, ça crée évidemment des enjeux de sécurité et de fiabilité des systèmes. On n'a pas envie de donner accès à une base de données à un LLM ou à un agent et qu'un utilisateur demande de supprimer toute la base en production, par exemple. Donc il va falloir autoriser des actions, supprimer, enfin interdire d'autres actions, et ça, les MCP vont être utiles pour ça. Donc au global, finalement, avec les agents, on peut faire la même chose qu'avec un programme historique, un programme qui est prédéterminé par un développeur, mais ça nous apporte une flexibilité qui est largement nouvelle, en fait, parce que on n'a pas besoin de penser à tous les cas. On a juste besoin de déterminer les limites de ce qui est acceptable et ensuite, charge à l'agent de se débrouiller pour atteindre les buts dans ce qu'on a défini comme étant acceptable, mais on ne connaît pas le but avant que l'utilisateur pose la question. Et donc, on va chercher à faire ces systèmes qui sont relativement complexes, mais très, très, très flexibles, finalement. Donc, ce que je disais, c'est que au-delà du software traditionnel, il y a vraiment cette idée de d'autonomie et cette capacité récursive à dire: «J'essaie un premier truc, je regarde si je trouve que c'est bien ou pas et si je trouve que c'est pas bien, je recommence pour m'améliorer». Cette capacité à générer du code, générer du SQL, à générer du Python pour faire des choses qui étaient pas prévues. Donc en fait, on a une IA qui va générer du logiciel, hem, au fur et à mesure. Et puis la scalabilité, c'est-à-dire dire en fait, on peut avoir des systèmes agentiques qui vont mettre en œuvre des dizaines d'agents, par exemple, pour essayer des choses, sachant que vu qu'on est sur des workflows qui ne sont pas prédéterminés, bah, il peut y avoir différentes manières d'atteindre un objectif. Et ces différentes manières, on peut tout à fait les scaler pour aller vite. Et donc ça permet d'aller de faire plus de choses que ce qu'un humain pourrait faire, et finalement pour des coûts moindres. Et ça, c'est aussi pour ça que les gens veulent faire effectivement des agents et des systèmes agentiques avec plusieurs agents. Alors, comment est-ce qu'on fait des systèmes avec plusieurs agents? Bah, en fait, ce qu'on voit dans l'industrie aujourd'hui, c'est que dans une première étape, quand on regarde finalement tous les outils agentiques qui existent, il y a ce qu'on appelle le chaos de l'agentique, c'est-à-dire que on va avoir des outils du type LangChain, on va avoir tous les modèles anthropiques, on va avoir Hugging Face, on va avoir tous les différents types de vectors database, on va avoir Llama, on va avoir effectivement toutes les databases de vecteurs. Donc en fait, il y a énormément d'outils. Et comment est-ce qu'on fait pour intégrer tous ces outils? Et ça va être la complexité. Et face à cette complexité, en général, ce qui se passe au début, c'est qu'on essaye un POC, on prend les derniers outils, on regarde sur les blogs, etc. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on va très vite avoir des enjeux de sécurité. Et souvent, moi, ce que je vois, c'est qu'on bypass la sécurité en donnant les droits d'admin, finalement, à ces agents, afin que voir si ça marche, en fait, pour faire le POC. Et on n'a pas forcément non plus de la gestion de la mémoire, parce que on fait des tests comme ça, il n'y a pas besoin de gérer vraiment des sessions, la connexion de l'utilisateur, et cetera. Et donc le POC va être finalement un quick win, mais qui va pas passer en prod. Et ça, c'est la troisième étape, c'est-à-dire que quand on passe en prod, on va avoir des vrais enjeux de sécurité. On va avoir des vrais enjeux de billing, de facturation, parce qu'ici, on va avoir pris le dernier modèle à la mode, Gemini 3.1 Pro, par exemple, qui coûte relativement cher, ou Claude, qui coûte relativement cher. Donc, on va avoir des coûts qui vont être non maîtrisés. Finalement, on va avoir des prompts qui vont être de plus en plus gros, parce que si on simplement fait du RAG et rajoute des informations dans le prompt, et ben, on va avoir ce qu'on appelle le needle in the stack de haystack problème, donc l'aiguille dans la botte de foin. Et puis on va avoir des hallucinations, ça va pas forcément bien marcher.
Et donc, ce qu'il faut, en fait, c'est pour passer du POC à la production, il faut prendre en compte les enjeux de sécurité, il faut prendre en compte les enjeux de management du contexte. Aujourd'hui, on parle plus tant de prompt engineering, qui commence à être quelque chose de relativement maîtrisé, mais maintenant on parle de context engineering. On a un vrai enjeu sur la maîtrise du contexte, hein. La maîtrise du contexte, c'est se dire que plus le contexte est petit, mieux ça marche. Et donc, il va falloir trouver des systèmes pour réduire finalement ce qu'on met dans le contexte de nos agents. Et ça, faire un système avec plusieurs agents, c'est une manière aussi de déléguer dans des contextes différents ce qu'on demande de faire. Et puis, sur les API cost, on a du model garden, donc on va chercher à réduire les coûts en cherchant le bon modèle, la bonne taille de modèle pour la bonne tâche. Puisqu'en fait, on a les large language models, mais on a aussi les small language models. Et les small language models, ils peuvent être meilleurs que les large language models sur des tâches où ils ont été surdéfinis, réentraînés. On peut prendre un LLM, l'entraîner sur des tâches spécifiques, et en faire un small language model qui est spécifiquement dédié pour ça. Et en faisant des chaînes agentiques, en cherchant à chaque tâche, pour chaque agent, en lui définissant, c'est un agent, on lui définit un LLM, enfin, on lui attribue un LLM. Si on lui attribue un LLM qui est moins cher, on va réduire le coût. Et donc, en fait, dans une chaîne agentique, on va choisir le bon LLM pour chaque tâche en essayant de réduire les coûts. Donc, on va avoir des LLM qui vont être plus ou moins puissants selon ce qu'on veut faire. Et une des tâches, c'est pas simplement, enfin, d'un développeur d'IA agentique, c'est pas simplement de prendre le LLM le plus cher, mais c'est de fine-tuner des LLM avec des data de l'entreprise pour répondre précisément à des tâches et intégrer ces LLM fine-tunés au sein des IA agentiques. Et donc, on a le modèle Garden pour trouver le bon LLM ou SLM, le context engineering, et puis la sécurité avec le serveur MCP qui va permettre de mettre de la sécurité à l'entrée. Donc, on passe d'un POC qui est non sécurisé à un POC qui est sécurisé et qui réduit la facture à la fin. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, je viens un peu d'en parler. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise des agents? On utilise des agents pour pouvoir aussi changer de modèle à chaque tâche. Pour ça, on utilise le modèle Garden et ce qu'on va chercher à faire, c'est prendre le bon compromis entre coût, bénéfice, et donc taille, et donc capacité à déploiement en production de chaque modèle pour chaque agent. J'ai parlé du context engineering. Donc aujourd'hui, pour faire du context engineering, pour réduire le contexte dans les agents, on a ce qu'on appelle les skills, hein. Les skills, c'est effectivement les capacités en fait, des agents à faire des choses. Et donc, c'est une nouvelle méthode pour pour mettre de la compétence dans le prompt des agents au moment où l'agent décide qu'il en a besoin. Et donc, un skills, ça va prendre peu de contexte au départ. Ça va juste dire au LLM, coucou, j'existe, j'ai un skills qui est là. Et le modèle pourra dire, ah, ce skill-là, il pourrait m'intéresser. Donc, un skill, c'est une espèce de, c'est une compétence, en fait, hein. J'ai besoin de cette compétence-là. Et on a la capacité avec le LLM ou le SML d'ouvrir une compétence et d'aller creuser dans ce qui est dedans et d'importer le détail de cette compétence au sein du prompt qui est traité par l'IA. Et donc, au début, on peut juste lister les skills en tout petit. Et quand l'IA connaît ces skills-là, il peut dire à un moment, ah, mais j'aimerais bien utiliser cette compétence-là. Décris-moi quelle est cette compétence. Et dans le skills, l'IA va aller chercher la description plus détaillée de la compétence dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et donc, cette compétence va venir dans le prompt et va effectivement prendre de la place dans le prompt, mais permettre de partir et de revenir quand l'agent, l'IA, décide
qui en a besoin. Donc ça, les compétences, les skills, c'est hyper bien pour le context engineering. Et après, on a MCP. Donc, MCP, c'est de la sécurité. C'est un protocole de discussion avec des API pour importer, par exemple, des datas du RAG, pour autoriser des choses avec des outils, pour interdire des choses en vérifiant l'identité des agents, en vérifiant ce qu'ils ont le droit de faire ou ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, en limitant la capacité de l'IA à faire des choses, en autorisant l'IA à faire des choses. C'est un layer de gouvernance qui va permettre de sécuriser finalement vos bases de données, vos actions, votre réputation grâce à MCP. Et puis, on a des outils. Donc, les outils, c'est effectivement la capacité à faire autre chose que simplement du chatbot, mais à appeler des API et à se connecter sur des bases de données, par exemple. Et dans les outils, on a aussi la possibilité de faire du log, management de log, de l'évaluation, et en fait, de donner dans les systèmes de reporting la capacité à comprendre ce que fait le LLM, tracer par où est-ce qu'il est passé, voir où est-ce qu'il fait des erreurs et amener les gens à effectivement, en fait, l'organisateur, l'administrateur du système, à comprendre qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe mal. Et donc, les agents, les skills, le MCP, les tools, tout ça, on en a besoin. Il y a plein de librairies un peu diverses et éparses qui font ça. L'un des avantages d'ADK, c'est qu'il va compiler, on va proposer une librairie qui simplifie tout ça, qui se pose comme un standard, qui permet aussi à deux IA de discuter l'une et l'autre de façon sécurisée, scalable et transparente. Donc, ADK, c'est une bonne boîte à outils pour passer finalement d'un POC à quelque chose de production ready grâce à l'intégration d'ADK non seulement avec, avec Google, mais aussi avec Google et tous les autres systèmes de Google Cloud. Et maintenant, je vous propose une deuxième vidéo pour l'overview de ADK. Je vais arrêter celle-là et je vous invite à aller voir la deuxième.